La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors, bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Intégrer l'ergonomie dans un projet de construction ou d'aménagement. Alors, mon nom est Danielle Germain, je suis coordonnatrice relations auprès des membres et fournisseurs pour le groupe Entreprises en santé. Je serai en compagnie de Patrick Vincent, ergonome certifié, président et chargé de projet chez Vincent Ergonomie. Monsieur Vincent réalise et dirige des mandats d'ergonomie de conception architecturale depuis plus de 18 ans maintenant. Il détient la certification CCPE du Conseil canadien de certification des praticiens en ergonomie depuis 2005. Monsieur Vincent s'intéresse à la question de la santé des occupants dans les bâtiments depuis plusieurs années, ce qui a permis de contribuer à la certification LEED MC depuis, la certification, oui, de plusieurs projets de construction et d'aménagement. Donc, avant de commencer, je vous invite à regarder donc à la droite de votre écran la plateforme en gris. Il s'agit de la plateforme qui vous servira tout au long du webinaire pour poser vos questions sous l'onglet Questions. Vous pourrez nous les transmettre par écrit et on prendra un moment à la fin de la présentation pour répondre aux questions qui seront reçues. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Monsieur Vincent. Donc, merci. Donc, bonjour tout le monde, bien heureux d'avoir la chance de vous présenter ce sujet, en fait, de l'intégration de l'ergonomie dans des projets de construction et d'aménagement. Vincent Ergonomie, bon, c'est une firme qui a déjà, qui est dans sa 13e année, qui offre des services dans différents domaines, de l'ergonomie de bureau à la manutention de charge, à l'ergonomie industrielle, l'ergonomie véhiculaire, bon, aussi tout ce qui a trait à l'invalidité et au retour au travail. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler d'une de nos expertises qui est l'ergonomie de conception. Et donc, voilà. Vincent Ergonomie s'intéresse à l'ergonomie de conception depuis plusieurs années. Dans les premières initiatives, dans ma vie antérieure, j'étais conseiller à l'APSAM, une association sectorielle paritaire dans le secteur des affaires municipales, où j'ai participé à plusieurs projets de conception des différents édifices municipaux, que ce soit des mairies, des cours de voirie, que ce soit des bibliothèques, des postes de police et tout ça. Mais dès que je suis parti à mon compte en 2005, je me suis impliqué dans des projets en pratique privée, donc, et une des premières initiatives en matière de développement durable, de bâtiments sains, de bâtiments durables, a été le projet de la Maison du développement durable. C'est un projet pour lequel on était partenaire de service et pour lequel, dans le fond, on a contribué là, à intégrer l'aspect santé dans les projets de conception. Par la suite, on a été la première firme à obtenir un crédit d'innovation pour une démarche en ergonomie dans des projets qui sont voués à une certification LEED. J'ai rédigé différents articles, dont un dans le portail Constructo sur justement la façon d'obtenir un crédit d'innovation dans le processus de certification LEED à l'aide de la démarche ergonomique. Notre petit plan de formation pour aujourd'hui, bon, outre l'introduction et la conclusion, on a en fait 5 points qu'on veut aborder. Donc, les liens entre l'aménagement et la santé humaine, quand intégrer un ergonome dans un projet de construction ou d'aménagement, comment l'intégrer, cet ergonome ou cette ergonomie-là dans votre projet d'aménagement et de construction, mesurer la performance de vos installations et comment investir judicieusement, et enfin, comment décupler les retombées de vos efforts en ergonomie auprès des travailleurs. Donc, le lien entre l'aménagement et la santé humaine. Bien entendu, vous vous intéressez à la santé de vos organisations, vous êtes membre du groupe Entreprises en santé, ou si vous n'êtes pas membre, à tout le moins, vous vous êtes intéressé par le sujet puisque vous êtes aujourd'hui présent pour ce webinaire. Mais on doit remonter un peu dans le temps pour essayer de comprendre d'où vient cette préoccupation-là pour la santé dans les bâtiments. À quel moment, dans le fond, les manifestations sur la santé dans les bâtiments sont-elles apparues? Eh bien, ça remonte aux années 70 où les bâtiments étaient de plus en plus hermétiques, où on mettait de plus en plus de gens dans un même espace et où certains problèmes de santé apparaissaient. Les scientifiques ont travaillé sur le sujet pour découvrir qu'il y avait un syndrome des bâtiments malsains
qui étaient entre autres associés à la qualité de l'air. Donc, c'est une des premières manifestations des liens entre la santé et les bâtiments. Lorsqu'on regarde un peu ça de plus près, ben, c'est peut-être une évidence ou c'est peut-être normal que ce soit cette qualité de l'air-là qui est préoccupée d'abord la santé et le mieux-être dans les bâtiments parce que, encore une fois, contrairement à de l'eau qui est important pour la vie, on doit boire environ 2 litres d'eau par jour, mais si on regarde, en fait, on a besoin de 8000 litres d'air par jour. Donc, bien entendu, l'air, c'est indispensable à la vie. Et donc, c'est clair que cette quantité d'air, si elle est remplie de contaminants, si l'air est vicié, on peut en avoir des effets sur la santé. On considère en fait que les gens passent environ 90% de leur temps dans un espace clos, fermé, soit un bâtiment, soit la maison, le bureau ou la voiture. Donc, cet air-là doit être de bonne qualité. Malheureusement, il y a certaines études qui démontraient que l'air était parfois jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, c'est le premier lien qu'on peut faire entre les bâtiments et la santé, ce fameux syndrome des bâtiments malsains. Bien entendu, le temps s'est écoulé, d'autres défis se sont présentés, notamment les défis associés à l'ergonomie, à la prévention des troubles musculo-squelettiques. On constate notamment par les statistiques de la CSST, de la CNESST, que les troubles musculo-squelettiques représentent environ 27%, 30% des lésions indemnisées chaque année. Puis de ce 27 %-là, un fort pourcentage sont associés à des maux de dos. Donc, l'aménagement, bien entendu, peut contribuer à l'apparition de ces problèmes de santé-là. Donc, la santé et les bâtiments, il y a de multiples liens. L'ergonomie s'attarde, si on regarde un peu sa définition, à s'assurer, dans le fond, qu'il y ait de bonnes interactions entre l'humain et son environnement. Dans le fond, le système dans lequel il intervient, ça peut être donc le bâtiment, l'aménagement du mobilier, le choix donc de ces équipements-là, ça peut être les horaires, ça peut être la tâche, ça peut être un ensemble de choses. Le système, vu dans son ensemble, peut avoir des influences sur l'humain, sa performance, son efficacité, comme aussi sa santé, son bien-être. Donc, tout naturel d'intégrer l'ergonomie dans une démarche de conception lorsqu'on a des visées santé. Bien entendu, si on définit l'ergonomie, on peut aussi en présenter les bénéfices. J'ai présenté ici un peu dans un cercle, un ensemble d'éléments associés aux bénéfices, donc bien-être, que ce soit en termes de santé et sécurité, de mieux-être, lorsqu'on veut prévenir l'absentéisme, si on veut réduire la résistance au changement, si on veut améliorer le climat de travail, la satisfaction au travail, c'est toute une série de bénéfices que l'ergonomie peut apporter du côté bien-être. Du côté de l'efficacité, il y a d'autres bénéfices, que ce soit sur la qualité des produits, des services, l'efficacité, la fonctionnalité, la réduction des erreurs, l'efficience, la productivité et même l'innovation. Donc, l'ergonomie peut amener beaucoup dans un projet de conception. Lorsqu'on regarde un peu l'historique de tout ce qui est bâtiment sain, bâtiment durable, on voit qu'il y a des certifications qui ont été introduites dans le temps. En Amérique du Nord, on a un historique qui remonte donc avec la première version de la certification LEED en 1998. Quelques versions se sont ajoutées par la suite. En 2004, l'introduction de la norme entreprise en santé et plus tard, là, en 2014, une nouvelle norme qui fait beaucoup de bruit actuellement, la norme WELL et plus récemment, la norme Fitwel. Donc, toutes ces certifications-là visent l'amélioration de la santé des occupants. Mais ça n'a pas toujours été le premier point de vue, le premier objectif de ces certifications-là. Lorsqu'on parle du bâtiment, bien souvent, les normes ont été introduites dans une perspective d'efficacité énergétique, dans une perspective, dans le fond, environnementale, puis on se rendait compte qu'il y avait des effets secondaires bénéfiques sur la santé des occupants. Donc, ces systèmes-là de normes visaient une performance technique des différents systèmes du bâtiment, que ce soit la qualité de l'air, que ce soit l'éclairage,
que ce soit le confort thermique, que ce soit l'aménagement des lieux, l'acoustique, etc. Donc, il y avait une perspective très technique dans ces certifications-là pour l'atteinte d'un bâtiment plus durable et éventuellement, ça s'est transformé pour qu'on ait des bâtiments dans une perspective plus de santé, donc des bâtiments sains. Comme je vous ai dit, la norme WELL, qui fait beaucoup de bruit de ce temps-là, amène une nouvelle perspective sur les bâtiments, où là, dans le fond, on attache davantage les différentes caractéristiques du bâtiment avec des bénéfices sur les systèmes humains, que ce soit cardiovasculaire, digestif, endocrinien et tout ça. Donc là, le point de vue est vraiment sur la santé humaine et non seulement sur l'aspect technique du bâtiment. Donc, ce courant on peut dire ce courant-là dans l'industrie de la construction et de l'aménagement, bien entendu, les gens derrière la certification LEED ont vu cette tendance-là lourde, ont vu la norme WELL s'introduire, cette nouvelle perspective-là. Donc, eux, en 2013, ont décidé de faire un sommet qui ont intitulé le Green Building and Human Health. Health is a human right, green building can help. En fait, c'était un moment pour faire un peu le bilan de cette certification LEED-là, des bénéfices, de la façon dont c'était présenté. Et dans leur conclusion, ils se sont rendu compte qu'il fallait qu'ils changent effectivement de paradigme et de passer du point de vue plus technique au point de vue plus santé. Donc, ça a été présenté comme ça dans les résultats du sommet. C'est pour faire image, mais on est passé un peu de la performance technique à la performance humaine, de la conservation de l'eau à la conservation de la santé, de la gestion des déchets à la gestion de la santé. Donc, même une certification comme LEED, qui était plus écologique, fait le virage vers la santé. Donc, si toutes ces certifications-là, tous ces mouvements-là de l'industrie, de la construction et des aménagements se fait, c'est que c'est une préoccupation importante et qu'il y a effectivement des liens entre les aménagements, les constructions et la santé. Les études le montrent. Une des conclusions aussi de ce sommet-là, c'est que puisque la santé, c'est multifacette, il y a la santé physique, mentale, sociale, en fait, ça prend donc une approche interdisciplinaire pour réussir à vraiment faciliter l'amélioration de la santé dans le cadre bâti. Donc, il faut avoir plusieurs intervenants, plusieurs disciplines. On ne peut pas reposer seulement sur un designer ou sur un architecte qui peuvent être très connaissants en suivant l'industrie, en suivant les bonnes pratiques, mais d'avoir des spécialistes qui s'ajoutent autour de la table et donc quelque chose à favoriser parce que c'est complexe la santé, il y a beaucoup d'interactions et chaque spécialité, dont l'ergonomie, doit être assumée par un professionnel. Donc, comment on fait pour intégrer ou à quel moment plutôt doit-on intégrer un ergonome dans un projet de construction ou d'aménagement? Si on reconnaît en fait que construire, aménager, c'est une opportunité d'améliorer la santé, bien entendu, il y a un intérêt pour intégrer un professionnel dans un projet comme ça très tôt, mais juste avant d'aller plus en détail sur cette question-là, j'aimerais vous rappeler à quel point c'est une opportunité d'améliorer la santé, la performance des organisations, un projet de construction. On voit ici à l'écran, en fait, que si on prend un bâtiment, qu'on regarde tous les coûts associés à sa construction, à son opération, donc les coûts de maintenance, mais aussi le coût du personnel qui occupe ce bâtiment-là sur une durée de 30 ans, on se rend compte, en fait, que les coûts de construction représentent que 2% de tous ces coûts-là. La gestion, un peu maintenance et tout ça, 6%, et le personnel, 92%. Donc, nécessairement, si on veut vraiment avoir un effet sur la performance d'une organisation, sur la santé des gens, construire, c'est une opportunité d'avoir un impact sur ce gros morceau-là du gâteau, si on peut dire, qui est les coûts associés au personnel. Donc, d'avoir un projet qui pense au personnel, qui pense à la santé, à l'efficacité, c'est de s'assurer des années et des années de réduction d'absentéisme, de performance, de santé. Donc, on ne doit pas rester seulement dans une perspective coût de construction. Il faut aussi penser en matière de coût d'opération de ce lieu-là. Donc, les investissements
qu'on fait à la construction là, sont vraiment avec une grande portée dans le temps. Donc, je reviens un peu à l'idée d'intervenir tôt. On voit ici un petit schéma qui nous donne toute l'importance de la réflexion des spécialistes comme les ergonomes notamment qui peuvent contribuer à cette réflexion-là. Si on regarde en fait ici les étapes de projet, de la programmation, c'est un peu la planification, la réflexion, éventuellement les développements de plans de concept, plans préliminaires, plans d'exécution et la construction. On peut voir en fait que plus on avance dans un projet, plus la capacité d'adapter le projet, dans le fond, se réduit. Hein. C'est clair que si on pense un projet sur un étage et que rendu dans le concept ou le préliminaire, on va en mettre un deuxième, c'est beaucoup plus difficile de changer un peu nos orientations, mais que si on voulait tout de même changer nos orientations, bien, on se rend compte que plus on est avancé dans le projet, plus les coûts pour modifier ce projet-là vont être très élevés. Donc, c'est très important de réfléchir, bien entendu, au début, au moment de la programmation, de mettre des attentes, des exigences, des standards en matière de santé. Il y a différentes facettes, dont l'ergonomie, bien entendu. Et c'est vraiment à ce moment-là, très tôt, qu'il est préférable d'intégrer un ergonome notamment. Mais on peut effectivement intervenir à d'autres stades, mais avec des marges de manœuvre moindres. Et là, il faut donc faire certains compromis, certains choix, trouver des solutions à d'autres niveaux. Un exemple, justement, si on veut réduire les déplacements, si on dispose mal les escaliers ou si on dispose mal les ascenseurs pour la manutention ou pour les déplacements, c'est sûr que on va en fait devoir réfléchir assez tôt à l'organisation un peu de notre bâtiment, notre blocage d'espace. Dans un projet, moi, de cours de voirie, on s'était rendu compte qu'on avait privilégié les accès, par exemple, aux différentes huiles qui étaient utilisées dans une cour de voirie. On a un garage où on fait de l'entretien sur des véhicules et on avait mis des citernes d'huile et tout ça pour le remplacement des huiles et des fluides, là, comme le lave-glace et tout ça. On avait mis ces citernes-là au rez-de-chaussée et on avait mis les pneus, par exemple, en mezzanine parce que c'est un changement qui est périodique. Mais lorsque on regarde l'importance de ces tâches-là, de la fréquence, lorsque c'est la saison de changement de pneus, par exemple, on s'était rendu compte que les monts de charge, les escaliers et tout ça, c'était contraignant. Il y avait des risques de chute en hauteur et tout ça. Donc, si on faisait un blocage de l'espace plus efficace, il était plus intéressant, en fait, de mettre ces dépôts-là au rez-de-chaussée, de plein pied par rapport aux différentes stalles pour l'entretien des véhicules, puis mettre les fameuses citernes et les réservoirs, dans le fond, en mezzanine. Donc, le blocage d'espace, c'est une option qu'on peut faire là, au début du projet, mais qu'une fois que c'est déterminé, bien, on est obligé de trouver des solutions alternatives. Et donc, ça aurait été d'avoir de meilleurs chariots ou avoir des systèmes de palans. Donc, vous voyez que ce n'est pas le même genre de solution. C'est plus intéressant d'intervenir tôt pour avoir vraiment toute la latitude et penser les meilleures solutions. Ce genre de détails-là, justement, de connaître un peu l'intérêt de mettre, par exemple, un dépôt à pneus au rez-de-chaussée versus en mezzanine, ça vient en fait de la connaissance de l'activité de travail. L'ergonome, sa spécialité, c'est de comprendre l'activité de travail. Comme on voit sur ce schéma-là, c'est par le geste, en fait, qu'on peut déterminer si le geste va amener en fait une productivité, amener une qualité de service, ou si ça va amener de la non-qualité. Mais c'est aussi ce geste-là qui peut amener de la santé, les fameuses tendinites, bursites. Donc, c'est par la connaissance de l'activité de travail qu'on est en mesure de savoir un peu le output, le résultat un peu santé, productivité. Et donc, nous, on regarde qu'est-ce qui influence l'activité de travail au niveau de l'organisation du travail, au niveau de la formation, au niveau de l'environnement physique, etc., des tâches. Donc, ça peut être des fois aussi plus global au niveau de l'environnement social, les relations avec les usagers et tout ça. Donc, tous ces éléments-là influencent l'activité de travail et c'est cette connaissance fine-là qui nous permet de faire des recommandations puis des choix et de se référer éventuellement aux bonnes normes.
Il y a un concept qui dit en ergonomie qu'il faut bien comprendre, en fait, pour être capable de transformer la compréhension fine, en fait, des opérations, puis leur sens préalable, pourquoi on les fait, et tout ça préalable à l'amélioration, parce que on ne peut pas améliorer ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous échappe. Donc, si on ne comprend pas les effets sur la santé de tel ou tel geste, on ne peut pas, bien entendu, chercher à améliorer ou à réduire ces effets. Souvent, dans un projet d'aménagement, on va se concentrer, en fait, sur la fonction. On va vouloir disposer les fonctions dans un environnement. On a le département du marketing, le département des finances, on peut avoir le centre d'appel, on peut avoir différentes fonctions et on pense beaucoup en termes de fonctions. Cependant, ce sont les gestes, comme on le disait, qui peuvent générer la santé ou qui peuvent générer la non-productivité. Donc, il faut davantage penser en termes opérationnels qu'en termes fonctionnels. Donc, l'amélioration, encore une fois, d'un système de production, d'un environnement de travail, passe ultimement vraiment par les opérations dans ce système-là. Puis ces opérations-là, c'est les situations de travail. Donc, encore une fois, l'intérêt d'un ergonome, c'est de pouvoir avoir cette information-là précise sur les situations de travail, qu'est-ce qui génère productivité, qualité, santé, notamment, ou des problèmes, des dysfonctionnements ou de la des blessures. Dans un projet d'aménagement, on ne veut pas tout le temps tout transformer et on veut souvent conserver certains acquis. Donc, les stratégies développées par les travailleurs, notamment, pour s'adapter aux variations du travail, pour atteindre leur objectif de production, de qualité, tout ça. Il y a donc de l'adaptation nécessaire de la part des travailleurs, puis ils doivent mettre en œuvre des stratégies pour y arriver. On veut aussi souvent, ce qu'on appelle en ergonomie, préserver et augmenter les marges de manœuvre. Donc, justement, donner de la latitude aux gens pour pouvoir justement être capable de gérer ces fameuses contraintes-là, ces objectifs-là, puis préserver leur santé. On veut aussi préserver les façons de faire et réduire l'apprentissage dans une nouvelle installation. Plus on va préserver un peu les façons de faire, les marges de manœuvre, les stratégies, moins coûteux va être la mise en service de ce nouvel équipement-là, de ce nouvel aménagement-là. Donc, souvent, on associe la résistance au changement à ces éléments-là, en fait. C'est que les gens ne trouvent plus leur repère et doivent donc réapprendre un peu leur travail, retrouver des stratégies et on vient finalement nuire à leur fonctionnement. Donc, il est très intéressant de documenter tout ça, l'ergonome, c'est son travail, et de pouvoir faire des recommandations très ciblées, puis faire en sorte que la solution qu'on amène s'insère là, comme une pièce de casse-tête dans un portrait global. Il y a certaines données qui ne changent pas, il y a certaines données qui vont changer, mais nous, on peut aider à s'assurer que ce qui est important de conserver soit maintenu et que s'il y a des compromis, des adaptations à faire, qu'on fasse les meilleurs compromis, les meilleures adaptations. Je voulais en fait vous présenter quand même dans un projet d'aménagement les éléments un peu qu'on a en tête quand on aménage de façon ergonomique, les fameux principes ergonomiques. Bien entendu, il y a un gros focus souvent dans les environnements de travail sur l'aspect postural, le maintien de la posture neutre, mais il y a aussi d'autres éléments comme s'assurer des réglages, d'une bonne adéquation entre l'usager et son environnement de travail. On veut donc, souvent, on parle qu'on veut satisfaire 90% de la population. Les chaises, par exemple, nous permettent de satisfaire les petits et les grands. Des fois, on a besoin des modèles de chaises différents pour y arriver. Les tables de travail, les ajustements des comptoirs, l'ajustement des postes de travail, tout ça, c'est pour permettre que chacun, en fonction de son gabarit, de sa taille notamment, puisse avoir une bonne adéquation avec son poste de travail. On veut aussi s'assurer de favoriser le mouvement, éviter le travail statique. Et donc, il faut réfléchir à comment l'environnement facilite la variation posturale. On veut aussi assurer une bonne utilisabilité, faciliter l'utilisation du lieu, que ce soit facile et instinctif, que ce soit naturel, que ce soit bien pensé. Puis quand tout ça est fait, puis quand c'est raffiné au point que les choses se font un peu sans trop qu'on y pense, que les ajustements se fassent un peu de façon intuitive, puis que les réflexes, tout ça soit naturel, ben on atteint une espèce de summum qu'on peut appeler l'ergonomie passive, c'est-à-dire que lorsque l'environnement est tellement bien adapté que
tout le monde y trouve son compte sans trop faire un effort d'ajustement, d'adaptation. Dans un projet donc d'aménagement, on veut intervenir très tôt, on en a parlé, mais l'ergonome en fait a une démarche, puis je vous place un peu les choses pour vous situer. Moi, j'aime bien définir ça en différentes phases. Il y a une phase exploratoire, descriptive, explicative, puis une phase de transformation. Donc, la phase exploratoire, c'est l'étape où finalement l'ergonome va prendre ses repères dans un projet, un peu les contours du projet, qu'est-ce qu'on peut transformer, qu'est-ce qu'on ne peut pas transformer, est-ce qu'on change de technologie, est-ce qu'on ne change pas de technologie. Donc, il va prendre un peu l'information pour définir le problème. Par la suite, il se trouve à faire différentes analyses du travail pour être capable de le décrire, être capable de l'expliquer un peu plus. Certaines hypothèses vont être émises sur qu'est-ce qui peut générer la santé, qu'est-ce qui peut générer des blessures, qu'est-ce qui peut générer la productivité, qu'est-ce qui peut générer des dysfonctionnements. Et éventuellement, à la phase explicative, il va présenter son diagnostic en disant tel élément sont à changer parce qu'ils causent des problèmes de santé, des problèmes de productivité, sont peut-être à l'origine de conflits dans l'équipe, etc., etc. Donc, cette phase explicative-là, c'est un moment où on explique les liens entre les éléments du système et où finalement on propose des pistes de solutions. Par la suite, avant d'appliquer ces pistes de solutions-là, on doit en fait parfois tester les solutions. Si on a 650 postes dans un campus, peut-être que ça serait intéressant d'avoir un poste type de montée, qu'on puisse en faire un certain nombre de validations, de vérifications avant de le déployer, d'en faire une acquisition puis de le déployer. Donc, on va simuler, en fait, on va faire des étapes là, de validation autant qu'on a besoin de se rassurer pour réduire cette incertitude-là. Donc, une fois qu'on est rendu dans la phase de transformation, bien là, on peut avoir un projet d'aménagement où on a des plans qui sont conçus. Dans d'autres projets, ça va être seulement de l'acquisition de mobilier, puis une validation d'implantation. Dans d'autres projets, ça va être plus complexe. Il y aura des changements autant sur le mobilier que sur les méthodes de travail. Des fois, on profite de l'occasion d'un déménagement, d'un réaménagement pour revoir son organisation du travail. Donc, peut avoir en fait des réflexions, des modifications, des validations sur différents plans à cette étape-là. Dans certains cas, le diagnostic est tombé, il faut changer le mobilier, par exemple, et puis là, on doit en fait documenter les besoins, monter une espèce de cahier de charge pour un devis d'appel d'offres, par exemple, et ça peut être à cette étape-là de transformation parfois. Puis on termine à la fin, bon, avec la formation, l'installation des nouveaux aménagements. Donc, maintenant qu'on sait à quel moment, puis un peu comment ça fonctionne, le travail de l'ergonome, puis qu'on doit le faire, on doit le faire intervenir très tôt pour avoir le plus de marge de manœuvre, puis en tirer le plus de bénéfices. Maintenant, il s'agit de savoir un peu comment on intègre l'ergonomie dans un projet de construction et d'aménagement. Eh bien, ce n'est pas différent de d'autres spécialistes ou de d'autres initiatives en promotion de la santé. Je vous dirais que l'objectif, c'est d'arriver avec des décideurs dans votre organisation ou chez votre client qui sont convaincus de l'intérêt de l'ergonomie, de l'ergonome. Et donc, comment on fait pour sensibiliser les décideurs? Bien, si vous êtes membre d'entreprise en santé, si vous avez fait la démarche, il y a peut-être des informations comme celles-ci qui vont vous dire quelque chose, mais très certainement, il faut trouver moyen d'aligner vos initiatives d'aménagement avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, tous les bénéfices dont on a parlé plus tôt en ergonomie, ce sont des bénéfices qui sont recherchés par les organisations, que ce soit d'avoir un environnement qui est sain, qu'on assure la santé et sécurité, qu'on assure dans le fond, une efficacité, qu'on prévient l'absentéisme, etc., etc. Donc, on doit avoir d'abord des objectifs stratégiques et aligner notre initiative d'aménagement. Donc, pourquoi on referait les aménagements? Pourquoi, dans le fond, on passerait de postes assignés à des postes non assignés? Pourquoi on aurait des bureaux ajustables assis debout? Pourquoi on aurait des espaces collaboratifs? Tout ça est associé à des objectifs stratégiques de l'entreprise et il faut donc les présenter.
Les décideurs sont les gardiens de la bonne santé financière de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'en leur présentant des arguments financiers, en leur montrant que ça constitue de bonnes pratiques d'affaires, c'est des éléments qui sont favorables à une prise de décision pour intégrer l'ergonomie dans un projet d'aménagement, un projet de construction. Les retours sur investissement, si on a besoin de ce genre d'argument-là, vous êtes familier un peu avec ces questions-là, notamment en promotion de la santé. On dit par exemple que pour chaque investissement, là, de chaque dollar qu'on investit en promotion de la santé, on a de 2 à 4 dollars qui nous revient. Mais en ergonomie, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Puis certains ont démontré les retombées en termes de productivité, d'autres c'est en termes de santé, d'absentéisme, de coûts d'assurance collective, etc. Donc, il y a moyen de trouver des données, mais ça reste toujours quelque chose de complexe pour le faire à l'interne chez vous. Mais c'est reconnu, il y a de la littérature scientifique sur le sujet. Et donc, c'est comme toute autre initiative de promotion de la santé, il y a un retour sur investissement associé à cette implication-là. Il n'y a pas juste l'argument financier, bien entendu, qui permet aux décideurs d'aller de l'avant. Puis, il y a des associations comme l'Association for Worksite Health Promotion qui disait déjà en l'an 2000, c'est des données que j'ai tirées de la documentation de la norme entreprise en santé, du groupe entreprise en santé. Mais on voit en fait les décideurs prendre le virage santé vraiment par valeur. On mentionne en fait que c'est la première raison, avec 84% là, des décideurs qui prennent ce virage-là pour cette raison-là, puis avec un 64% pour l'aspect amélioration de la productivité. Donc, il ne faut pas négliger non plus l'aspect valeur. Des objectifs stratégiques, il peut en avoir de différentes natures. On en liste ici, que ça peut être l'amélioration de la qualité des emplois, du climat de travail, de la créativité, de la mobiliser en fait son personnel, attirer les meilleurs candidats. On a entendu beaucoup parler des initiatives là, du côté de Deloitte avec la nouvelle tour là, qui s'est construite à Montréal, où on parlait beaucoup de l'attrait pour les nouveaux talents, de la rétention du personnel, etc., etc. Donc, ça peut être différents enjeux pour votre organisation, mais il faut savoir trouver ces objectifs un peu plus qualitatifs. Il y en a aussi des quantitatifs en termes de productivité, de profitabilité, des taux d'absentéisme qu'on veut réduire, etc. Je vous ai présenté l'intérêt de travailler en fait à la santé là, lors d'un projet d'aménagement en vous montrant qu'il y avait des retombées, dans le fond, sur les 30 ans là, d'un aménagement ou d'un bâtiment, d'existence d'un bâtiment. On se rend compte que la part du gâteau la plus importante, c'est dans les coûts d'opération, finalement, qu'on trouve ces bénéfices. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser seulement en termes de coûts de construction versus coûts d'opération. Quand on fait des initiatives en matière d'ergonomie, notamment, il faut avoir une réflexion globale. Il faut penser que nos choix d'aménagement, nos choix d'équipement, nos choix de fonctionnement ont des répercussions dans l'opération. Et que si on s'arrête strictement au coût d'acquisition du mobilier, au coût de construction, on fait fausse route. Si je vous donne un exemple, par exemple avec des tables assis debout, j'ai eu la chance en fait de discuter avec des gestionnaires immobiliers qui avaient tous les chapeaux, si on peut dire, qui avaient autant l'aspect construction immobilier, l'aspect entretien du bâtiment, l'aspect opération. Et ces gens-là réfléchissent donc globalement aux impacts. Si par exemple, on prend une organisation qui a comme standard à l'interne de s'assurer que la surface de travail soit à la bonne hauteur pour son personnel, dans un environnement typique là, de cubicule, s'il y a de la rotation de personnel, s'il y a des nouveaux employés, bien, il y a une équipe qui vient prendre la surface de travail puis qui vient ajuster cette hauteur-là. Dépendamment du système, si c'est à crémaillère, c'est la surface qui est fixée sur des cloisons acoustiques qu'on vient ajuster en hauteur. Si c'est des pattes ajustables à bouton pressoir ou à manivelle ou quoi que ce soit,
on vient ajuster la hauteur. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'employé peut faire, c'est une équipe de maintenance qui va venir faire cet ajustement-là. Tout ça a un coût et donc, il faut le considérer dans son analyse de l'acquisition de ces fameuses tables ajustables assis debout. Donc, outre le coût d'acquisition du mobilier, le coût d'installation qu'on pourra avoir dans un projet de construction, d'aménagement, il faut aussi penser à l'opération de tout ça, le coût d'adaptation. Le coût aussi, pour prendre des micro-pauses, c'est sûr que le bénéfice associé à une table assis debout, c'est de pouvoir faire une micro-pause, un réajustement postural, tout en étant à son poste de travail. Donc, un bénéfice en termes de productivité. Il y a un coût santé associé à ça. Si on a des travailleurs qui sont statiques dans un centre d'appel ou ailleurs, il y a donc des impacts associés à ça. Donc, quand on est capable d'avoir une vue globale, on voit que nos choix peuvent être plus faciles, que nos investissements peuvent se rentabiliser beaucoup plus rapidement. Donc, notre expérience comme ergonome chez nous, chez Vincent Ergonomie, puis je pense que c'est dans la communauté des ergonomes en général, on a l'expérience que cette démarche-là doit être holistique parce que les problèmes sont globaux, systémiques, puis il faut trouver une solution systémique. Donc, il faut regarder toutes les facettes. L'ergonome fait partie des acteurs là, qui vont rechercher des solutions. Mais par la démarche ergonomique comme telle, on a déjà une démarche globale, on a une démarche, en fait, qui attache là, justement tous les volets, pas juste le mobilier, pas juste la chaise, pas juste son ajustement, mais on part vraiment de l'activité de travail, puis toutes les interactions avec le système, puis on trouve une solution qui convient aux paramètres qui sont possibles de changer et en fonction des effets qu'on veut obtenir, aux effets maximaux qu'on veut obtenir. Donc, je le disais à l'instant, l'ergonomie, c'est une démarche, dans le fond, qui est d'un côté participatif, qui est d'un côté holistique. Et donc, c'est tout indiqué dans un projet de conception d'avoir un ergonome pour attaquer ces questions de santé-là. On rappelle que, dans le fond, la mission de l'ergonome, c'est d'assurer le bien-être des humains dans son environnement, mais aussi l'efficacité globale du système. Donc, ça colle très bien avec cette perspective-là globale. Comment on arrive, en fait, à mesurer la performance de vos installations existantes et futures pour justifier vos investissements? Eh bien, c'est simple. Les bonnes pratiques, c'est de mesurer. Il y a un fameux William Edward Deming qu'on cite souvent en amélioration continue, qu'on cite donc pour cette fameuse phrase qui dit « On ne peut améliorer ce qu'on ne peut mesurer ». Donc, sur cette base-là, simplement appliquer des bonnes pratiques, c'est une chose, mais si on est capable de sonder son personnel par véritablement un sondage sur différents volets, puis identifier quels sont les volets, quelles sont les lacunes dans notre environnement, on est en mesure de donc avoir un point de départ, décider sur quoi on devrait travailler et éventuellement, à la suite du projet d'aménagement, de construction, faire un second sondage post-implantation et venir voir l'amélioration qu'on a eue par nos interventions. Pour vous aider, dans le fond, dans ce sondage-là, on peut avoir un peu de référence théorique. On sait, dans le fond, que la qualité de vie, si on pense au bien-être, à la santé et au mieux-être, qu'il y a le volet là, physique, mental puis social, bien, la qualité de vie, c'est un peu la vision qu'on a de la santé, d'avoir une bonne qualité de vie. Mais la qualité de vie est dépendante de la qualité de vie au travail, puisqu'on y passe beaucoup de temps. Puis la qualité de vie au travail est aussi dépendante de la qualité de nos environnements intérieurs. Ce que Jacqueline Vischer énonçait dès 1989 comme le concept d'habitabilité. Donc, l'idée, c'est que selon ce concept d'habitabilité-là, plus un environnement est favorable à la santé, plus il est habitable, si on peut dire ça comme ça. Et donc, on a découpé dans ce cadre théorique-là le confort en 3 volets, le confort physique, le confort fonctionnel, puis le confort psychologique. Donc, on souhaite bien entendu savoir sur quel volet on a des lacunes dans notre environnement.
Donc, l'idée, c'est pas de dire tout le monde, on s'en va dans des environnements non assignés, du hoteling, des postes assis debout, juste parce que c'est la mode. On doit se dire, OK, qu'est-ce qu'on va obtenir en retour par ces fonctionnements-là, par ces choix d'aménagement-là? Donc, dans le confort physique, c'est la base de notre pyramide. Ce sont les éléments un peu de base, là, je vous dirais normatifs, là, les éléments de santé, sécurité. Donc, on veut s'assurer que les tuiles du plafond ne tombent pas sur la tête. On veut s'assurer que la qualité de l'air soit bonne. On veut s'assurer qu'on ne se blesse pas en se cognant sur des objets. Donc, il y a l'aspect normatif, santé, sécurité. Il y a l'aspect confort ergonomique là, qui ne générera pas de blessures. Il y a le côté qualité de l'air dont je vous parlais, confort thermique, éclairage. Donc, il y a des standards là, dans les bâtiments qu'on veut rencontrer. Le niveau supérieur, une fois que ça est rencontré, c'est le volet fonctionnel. Bien entendu, on veut s'assurer que l'équipement qu'on s'est doté, notre environnement de travail, ne nuise pas justement à la productivité au travail. Donc, que ce soit d'accéder à nos outils de travail pour effectuer nos tâches, que ce soit tout ce qui peut contribuer à la performance. On parlait des déplacements, des circulations, que ce soit de ne pas modifier les comportements, les stéréotypes et les réflexes que les gens ont développés pour s'assurer qu'on soit efficace, que ce soit dans un environnement où on a un centre d'appel, par exemple, éviter qu'il y ait trop de bruit pour qu'on soit fonctionnel au téléphone et qu'on comprenne bien les conversations de nos clients. Donc, il y a un aspect fonctionnel qui pourrait être développé, mais qui est présenté ici brièvement. Le niveau supérieur, c'est finalement le confort psychologique. C'est le côté où, une fois qu'on a répondu aux critères physiques et fonctionnels, il y a un raffinement supérieur qui permet de dire qu'on est bien dans notre environnement, qu'on est heureux, que justement, on a un certain bien-être. Et c'est là où, par exemple, on sait que dans la littérature, les gens sont attachés à leur petit coin de bureau. Il y a un sentiment de territorialité. Chacun a besoin un peu de son environnement. Et lorsqu'on s'en va vers des modes d'organisation où on est dans des postes non assignés, il faut trouver moyen de combler ça ou préparer les gens à ces enjeux-là parce qu'il peut y avoir effectivement une résistance. Donc, lorsqu'on connaît un peu comment les gens réagissent face à son environnement de travail, de savoir qu'on peut contrôler, ajuster son poste. Des fois, on peut contrôler l'éclairage. On peut des fois même, dans certains environnements, contrôler la température. Quand on peut avoir son petit bout à soi personnalisé, ça rend les gens plus heureux. Quand on peut aussi se sentir au bon endroit, quand que, dans le fond, l'environnement colle à nos valeurs, à notre identité, il y a un symbolisme associé à l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas aménager une boîte de développement de jeux vidéo de la même façon qu'on va aménager un ministère au fédéral ou au provincial. Donc, chacun a son environnement, a une identité, un symbolisme qui peut être attaché à sa culture, à son groupe. Et donc, il faut faire ces choix d'aménagement-là en fonction d'atteindre un confort physique, fonctionnel et psychologique. Donc, dans ça, il y a un élément de diagnostic lorsqu'on sonde au départ et il y a un élément aussi de diagnostic une fois le projet terminé pour le raffinement dans la mise en service, dans l'optimisation de notre environnement. Bien entendu, on peut aussi mesurer de bien des façons son environnement, la performance de son environnement et c'est pour ça qu'il existe des systèmes d'évaluation comme LEED, WELL, FitWell. Même, on peut parler d'entreprises en santé. Donc, il y a un aspect environnement dans une sphère là, sur l'environnement. Donc, il y a ces systèmes-là qui existent aussi, qui peuvent guider vos choix. Mais, encore une fois, il faut toujours garder en tête l'objectif santé plutôt que de simplement performer à une grille, par exemple, de certification LEED, WELL ou FitWell. Donc, sur ça, c'est un peu la façon dont on peut mesurer et ajuster le tir pour bien investir au bon endroit et vous aider à faire le meilleur projet finalement. Pour terminer, en fait, comment on arrive à décupler tous ces efforts-là qu'on met à la conception, qu'on met en ergonomie? Bien, notre expérience à nous démontre
qu'on a beau faire tous les efforts, si à la fin, on n'explique pas aux travailleurs les choix d'aménagement, si on n'explique pas aux travailleurs comment occuper l'espace, comment bénéficier de l'environnement, on a des travailleurs qui sont déçus, on a de la résistance, on a de l'incompréhension. Donc, il y a des gens que je ne vais pas nommer, mais je vais reprendre un peu leur citation. Souvent, on pense que le début du projet, c'est le début du projet de construction. Mais en fait, le début du projet, véritablement, c'est au moment où on arrive dans les locaux. C'est là que le travail commence vraiment parce que si on ne fait pas le travail d'optimisation, le travail d'accompagnement, le travail d'éducation, on peut complètement saboter, on peut complètement rater notre coup. Et c'est donc là que commence l'effort pour en tirer tous les avantages de notre nouvel équipement, de notre nouvel aménagement. Sinon, ça va rester que des vœux pieux, qu'une tentative, mais on n'en récoltera pas les fruits. Moi, je dis aussi souvent à mes clients que ceux qui sont dans le projet travaillent le projet pendant des fois 18 mois. Ils connaissent tous les rouages, tous les choix, toutes les raisons. Et quand les travailleurs arrivent dans l'environnement, eux, ils ne connaissent pas tout ce processus-là et ils ont un grand rattrapage à faire et on leur demande en très peu de temps de comprendre cet environnement-là puis d'y adhérer. Mais c'est très dur pour eux de faire ce rattrapage-là qui s'est fait, dans le fond, cette réflexion petit à petit sur 18 mois peut-être. Donc, c'est dans ça, si on peut dire, que se manifeste notamment ce qu'on appelle des fois la résistance au changement. Donc, pour vraiment décupler, tirer tous les bénéfices de votre aménagement, il faut former les gens sur leur nouvel aménagement. Donc, en conclusion, je vous dirais que l'ergonomie, à mon sens, c'est un incontournable dans vos aménagements, mais encore une fois, si vous mesurez bien ce qu'il faut améliorer, ce qui manque pour l'atteinte d'une bonne performance, une bonne santé dans votre environnement, c'est intéressant, dans le fond, d'avoir cet expert-là, cet atout-là de plus dans votre projet, très tôt dans le projet pour en tirer le maximum de bénéfices. Donc, sur ça, je passe la parole à Mme Germain. Oui, parfait. Merci, Monsieur Vincent. Donc, pour cette présentation vraiment très intéressante, je reprends le contrôle de l'écran, effectivement. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. On serait maintenant prêt à passer à la période de questions. On a eu une question en cours de présentation, puis vous y avez répondu en partie, en fait, là, avec la dernière portion de votre présentation. Vous allez voir, en fait, là, pourquoi je dis ça. La question de la participante était de dire en fait qu'elle avait déjà visionné un webinaire qui disait que les nouvelles tendances en ergonomie, par exemple là, justement les bureaux assis debout là, dont vous parliez un petit peu plus tôt, donc ces nouvelles tendances-là fonctionnaient plus ou moins bien parce que la grande majorité en fait des employés en venaient à ne plus les utiliser après quelques mois. Donc, elle se demandait, est-ce que vous axez aussi vos interventions sur la sensibilisation et les comportements, donc, dans l'adoption de ces nouvelles habitudes? Et puis, si oui, quelles seraient les actions à poser en ce sens? Donc, vous avez parlé donc de formation tantôt, mais peut-être donc de nous expliciter un petit peu plus là, comment vous approchez la chose. Oui, bien, OK, merci pour la question. En fait, peut-être qu'on devrait resituer les attentes face à ces bureaux-là ajustables, là, assis debout. Premièrement, on ne doit pas s'attendre à ce que les gens soient debout 1 heure, assis 1 heure, ou qu'une journée au complet, ils soient en position debout. Donc, moi, le commentaire que j'ai de gestionnaire, c'est que on me dit, ben, tu sais, quand je circule, je vois jamais les gens qui sont debout, c'est très peu utilisé. Mais dans le fond, on veut une variation posturale et donc les attentes en fonction de la littérature et tout ça sont beaucoup moins élevées qu'on peut penser. Dans le fond, par le passé, on disait aux gens, pour varier votre posture, allez à l'abreuvoir, quand vous allez aux toilettes ou à l'imprimante, vous allez voir un collègue, vous faites une réunion, vous avez vos micro-pauses, vous avez votre variation posturale. Aujourd'hui, dans le fond, on peut le faire tout en travaillant, donc c'est très intéressant, mais ça reste quand même que pour avoir des bénéfices santé, on estime qu'on doit avoir plus ou moins
10 minutes par heure de variation posturale. Donc, si on est assis en général, on doit trouver un moyen d'avoir une dizaine de minutes dans son heure où on varie sa posture. De la même façon que si on était debout, pour les gens qui ont travaillé dans les services, mettons comme dans des magasins de grande surface ou quoi que ce soit, ou qui ont eu des fonctions en position debout, vous diront que d'être debout toute une journée, c'est pénible aussi, on veut s'asseoir. Donc, c'est la même chose en position debout, on doit trouver moyen de s'asseoir à une certaine fréquence. Donc, encore là, c'est un outil qu'on ajoute dans son environnement de travail pour faciliter la variation posturale, pour permettre cette variation posturale-là tout en travaillant. Donc, les attentes doivent être beaucoup plus modestes. Mais une fois qu'on leur a expliqué ça, il faut quand même dire aux gens que cette variation posturale-là, ils doivent se mettre en action pour en bénéficier. Et il y a certains métiers qui demandent plus de concentration, qui sont peut-être plus difficiles à faire dont le travail est plus difficile à faire en position debout. Il y a d'autres corps de métier, d'autres environnements, dans des centres d'appel notamment, où les gens sont davantage postés, sont vraiment retenus à leur poste par un casque d'écoute et tout ça, puis des fois les horaires même font en sorte qu'il faut qu'ils mangent à leur poste dans les centres d'appel 911 par exemple. Donc eux, c'est encore beaucoup plus intéressant pour eux d'avoir accès à ces outils-là. Mais moi, je vous dirais, il y a beaucoup de raisons pour avoir des postes ajustables assis debout, mais il y a aussi beaucoup d'autres façons d'avoir les bénéfices santé. On n'est pas obligé d'avoir un poste assis debout pour avoir tous les bénéfices santé qu'on peut rechercher. C'est vraiment une façon nouvelle d'y arriver, mais on peut avoir des postes standards qu'on ajuste, qui n'est pas électrique, qu'on va ajuster avec une manivelle, puis qui va offrir un certain rythme d'ajustement ou qui va permettre au moins, quand on a un nouvel employé, une rotation dans le personnel, de finalement s'ajuster à cette personne-là. Mais une personne qui ferait de l'activité physique sur l'heure du midi aurait la possibilité, dans le fond, de tirer des bénéfices. Il faut vraiment voir, encore une fois, la santé dans une perspective globale, puis trouver des stratégies à différents niveaux pour atteindre ces bénéfices santé-là. Puis tout ne repose pas sur le fait d'avoir un gym ou tout ne repose pas sur le fait d'avoir une table assise debout. Mais il y a des incontournables qui vont être nécessaires pour éviter des facteurs de risque au niveau ergonomique. Puis là, les fameux réglages là, avoir les genoux à 90 degrés, avoir les coudes à 90 degrés, etc., etc. Donc ça, il y a un certain nombre d'incontournables pour éviter des problèmes posturaux, des problèmes de tendinite et bursite et compagnie. Parfait, merci. Une dernière petite question peut-être en terminant. En fait, qu'est-ce que vous pensez de la tendance actuelle là, des postes qui sont non assignés en organisation? Ben, moi, je pense que c'est un mouvement qui est poussé par des obligations, en fait, de gestion des coûts au niveau immobilier et qu'on a trouvé une nouvelle façon parce que maintenant, la technologie permet justement à chacun d'avoir son petit laptop, de pouvoir avoir son téléphone IP, de pouvoir se brancher un peu n'importe où. Donc, puisque la technologie le permet, puis puisque c'est intéressant, dans le fond, pour réduire le nombre de pieds carrés, par exemple, il est intéressant, dans le fond, d'aller dans cette direction-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de défis à relever pour rendre ces environnements-là intéressants, fonctionnels. Il y a beaucoup de projets, moi, sur lesquels je suis impliqué à la suite, dans le fond, de ces transformations-là. Donc, on m'appelle un peu en pompier pour voir comment on règle des problèmes d'acoustique, d'éclairage, dans le fond, de fonctionnement. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il faut attacher pour que ces environnements-là soient performants, satisfaisants. Donc, c'est pas impossible, mais ça demande un soin, puis ça demande encore plus d'avoir plusieurs professionnels autour de la table pour faire les bons choix. On ne peut pas du jour au lendemain dire, OK, on a 100 employés, on a un aménagement pour 80 postes, puis on a des tables ajustables assis debout, puis tout va être merveilleux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont rattachées à ça. Puis, ça complexifie les projets, mais il y a à la solde, là, ultimement, des économies pour les organisations. Donc, puis il y a une opportunité aussi de rendre
ces environnements-là dynamiques, puis de faire en sorte que les gens n'ont pas toujours le même poste de travail, puis qu'ils peuvent changer, puis avoir un environnement plus adapté à leurs besoins quand ils ont du travail d'équipe, ou quand ils ont des clients, ou quand ils ont besoin de concentration. Donc, ça peut être intéressant aussi de multiplier les espaces et d'offrir un choix. Donc, c'est pas à proscrire, mais ça mérite d'être vraiment réfléchi dans les moindres détails parce qu'on peut rapidement déraper dans ces projets-là. Donc, l'importance d'une bonne évaluation des besoins, puis de l'approche globale là, dont vous avez parlé à quelques fois là, pendant la présentation. Parfait. Voilà, ben merci beaucoup, Monsieur Vincent, pour votre temps, la qualité de cette présentation, puis merci aux participants également pour leurs questions et votre présence. Donc, juste terminer en vous disant que Vincent Ergonomie est fournisseur de services du groupe Entreprises en santé. Leur équipe peut intervenir là, directement dans vos entreprises. Alors, n'hésitez pas à le contacter là, pour exprimer vos besoins et puis également si vous souhaitez poser des questions supplémentaires là, par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous avez les coordonnées là, de Monsieur Vincent sur la présentation ici. Puis, en terminant, je voulais également là, prendre quelques secondes pour remercier nos précieux partenaires dont les logos là, apparaissent là, à votre écran. Leur implication là, est indéniable et puis fait en sorte de permettre au groupe Entreprises en santé de réaliser donc de grands projets. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question. Merci, au revoir. Merci, au revoir.